Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Montlouis Calixte, martiniquais, papa, marié, père d'un petit garçon qui s'appelle Mathieu. Et il est actuellement directeur général de l'ICEA. Bonjour Pierre et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Karina. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je pense que la présentation que tu viens de faire, c'est une présentation qui traduit véritablement ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un mari comblé, un père de famille, comme on dit souvent, un peu koucha, parce que j'ai un petit garçon qui a 23 mois, qui s'appelle Mathieu, et qui fait vraiment mon bonheur. Et ce qui fait aussi mon bonheur, c'est d'être aujourd'hui en responsabilité au sein de l'Institut catholique européen des Amériques, l'ICEA, qui est vraiment une belle aventure qu'a voulu Monseigneur Macaire, aventure pour laquelle d'ailleurs il a reçu la Légion d'honneur, et qui est vraiment une œuvre au service des jeunes martiniquais, pour la promotion de la jeunesse martiniquaise et pour surtout gage de la reconnaissance des talents martiniquais. Et c'est vraiment une belle aventure. Donc la présentation en fait me va parfaitement parce qu'elle traduit aujourd'hui ce que je suis. Et ce que je suis en fait, c'est le fruit d'un long parcours, d'une longue histoire, de rencontres, d'opportunités. Et puis voilà, donc c'est aussi le résultat d'une éducation. Voilà, justement. J'ai une pensée émue pour ma maman. Ben voilà, on va parler de tout ça. On va parler de ta maman, ton pilier. On va parler effectivement du patient aussi, parce que c'est très important quand tu dis effectivement tu parles de ton parcours. Donc pendant de nombreuses années, tu as porté aussi justement à bras le corps avec tes équipes la formation des Martiniquais, et pas que dans le domaine du travail social. Donc ça fait partie aussi de toi, de ton parcours. Est-ce que tu peux en fait justement en parler aussi, et qu'est-ce que tu gardes de cette expérience-là? Parce que maintenant, tu es à l'ICEA avec une mission quand même qui t'a été donnée, qui est quand même assez importante pour la jeunesse martiniquaise. Qu'est-ce que tu en gardes de cette expérience-là passée, et qu'est-ce que justement tu vas en tirer pour maintenant? Ce que j'en garde, c'est tout simplement énormément de rencontres de jeunes martiniquais que je croise encore aujourd'hui, de jeunes et de moins jeunes, puisque je suis resté quand même à la direction de l'IFMES pendant une dizaine d'années. J'y suis arrivé, j'ai fait une carrière à peu près d'une vingtaine d'années. Donc, et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui traduit aussi une partie de mon histoire et de mon parcours, mais ce que j'en retiens, c'est les rencontres actuelles, parce que ce qu'il y a de particulier, c'est que quand on forme, qu'on permet justement l'émergence comme ça d'un certain nombre de talents, de les retrouver aujourd'hui en responsabilité au sein de structures, dans des collectivités, travailleurs sociaux, ça me parle véritablement. Ben c'est vraiment à la fois une fierté et vraiment le sentiment de contribuer par la formation à faire de ce pays un meilleur pays. Donc voilà, ce sont 10 années de direction qui ont été 10 années extrêmement riches, même si l'histoire s'est malheureusement mal terminée. Mais en même temps, c'est aussi 10 années de rencontres de bonheur partagées avec des équipes. C'est 10 années de projets, c'est aussi une expérience sur laquelle aujourd'hui je peux aussi m'appuyer au sein de l'ICEA. Donc je n'ai absolument pas de regrets ni de rancune, bien au contraire. Je remercie le Seigneur et je crois que le fait aussi d'être parti ou de partir sur ce nouveau projet, finalement, c'est aussi le résultat de ce qui s'est passé antérieurement. Donc, je pense que j'ai été disponible. Monseigneur Macaire m'a appelé et je suis arrivé plein d'énergie, de confiance aussi, et aussi d'une expérience riche de direction. Et aujourd'hui, je me sens à la fois serein, apaisé dans ma direction de l'ICEA, parce que aussi j'ai vécu 10 ans de direction au sein de l'IFMES. D'accord. Et puis, très sincèrement, moi, je voudrais profiter pour parler d'un certain nombre de personnes. Daniel Bardet, qui m'a donné la chance de diriger l'IFMES, c'est lui qui m'a nommé directeur. C'est vraiment quelqu'un pour lequel j'ai une profonde affection, admiration. Il y a Gilles Dupin de Majoubert, qui est vraiment lui aussi quelqu'un de très présent, y compris aujourd'hui dans ma vie. Et quand je parlais de rencontres aussi structurantes, c'était aussi ces personnes. Et celui que j'appelle affectueusement mon Gilou traduit véritablement aussi toute l'affection et l'amour que j'ai pour lui. Et puis je ne peux pas oublier Victor Crater, parce que
Ce monsieur, c'est un pilier du secteur social. C'est quelqu'un qui est à la fois d'une humilité, qui est aussi d'une discrétion, mais qu'on ne peut oublier. C'est vraiment l'une des plus belles rencontres qui m'a été donnée de faire. Quelqu'un qui vous parle aux tripes, quelqu'un qui vous donne envie à travers son histoire et son parcours. Il a été compagnon de route d'Aimé Césaire, il a été premier directeur des établissements du secteur social en Martinique, il a créé le foyer de Rivière-Laure. Vraiment, c'est un monsieur. C'est vraiment ce qu'on appelle un monsieur. Et tu l'as rencontré comment? Eh bien, je l'ai rencontré à l'occasion d'une manifestation qui devait se dérouler à l'IFMES. Ça a été la première rencontre avec lui. À l'époque, le président du conseil d'administration d'alors, qui s'appelait Milmo, mon Dieu, j'ai oublié son nom, en fait, l'ancien maire du Mont-de-Vert, qui voulait effectivement faire une belle manifestation pour célébrer l'établissement, l'avait invité. Ça a été ma première rencontre. Et puis par la suite, quand l'URAS est arrivé en responsabilité avec Daniel Bardet et Gilles Dupin-de-Majoubert, ils ont voulu que ce monsieur soit parmi les premiers parrains en fait de cette nouvelle aventure du travail social en Martinique. Et c'est à cette occasion que j'ai pu échanger avec lui et créer ces liens d'amitié, de proximité. Et c'est vraiment un enrichissement à chaque fois de le rencontrer. C'est vraiment quelqu'un de passionnant. Et quand je dis que c'est un monsieur, ouais, c'est vraiment ce qu'on appelle un monsieur. Voilà. Super, donc beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres. Qu'est-ce qui t'a amené justement à travailler dans le secteur social? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Déjà, pour dire effectivement que tu es un Samaritain et que tu es fier de l'être, parce que effectivement c'est quelque chose que tu portes et que tu vis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta jeunesse, de ton parcours et ce qui t'a amené à être directeur effectivement de l'IFMES et de maintenant directeur général? Alors, oui, je suis samaritain, je suis du quartier Pensuc. Alors, Karina aime à me dire que je suis fier de le dire et de le répéter. Oui, parce que je crois que Sainte-Marie m'a nourri de ce qui est véritablement la Martinique profonde. Alors, on aime à dire ça, mais en fait, c'est à travers les gens, à travers les rencontres, à travers les histoires de personnes, et notamment des gens qui m'ont entouré. Hein. Je parle souvent de Parrain Gilbert, je parle de mes oncles, Ami Denis, je parle souvent de Tonton Édouard, de Tonton Georges. Voilà, ce sont en fait les hommes de ma famille, mais aussi ma grand-mère qui à l'époque tenait ce qu'on appelle la cabine téléphonique, telle qu'elle existait auparavant, c'est-à-dire le lieu finalement de rencontre où les gens venaient pour téléphoner, voilà, où on recevait aussi des télégrammes. Donc c'est vraiment toute une histoire de mon enfance, toute une partie de mon enfance que j'ai absolument pas oubliée. Et c'est vrai que je suis un Samaritain et en fait je suis arrivé en fait au travail social à la fois nourri de cette solidarité et de cette mission, c'est-à-dire toujours se soucier de l'autre, toujours être au service de l'autre, toujours penser l'autre. Et ça, c'est vraiment des choses qui m'ont été inculquées par les membres de ma famille, qui m'ont été transmises en particulier par ma grand-mère et par ma maman. Et pourquoi je parle de ma maman? Parce qu'en fait, ma mère, c'est travailleuse familiale. Elle est du secteur social. Ma maman a été embauchée en 1965, bien avant ma naissance. Elle a été embauchée en tant que travailleuse familiale à l'ADAFAE, l'association départementale d'aide aux familles et d'accès éducatif, qui se situe donc à Dillon. Et c'est comme ça que moi, je suis rentré en lien, en relation avec le travail social. À l'époque, on avait la possibilité, quand on était enfant et qu'on était en vacances, de partir avec les parents quand ils allaient travailler. Et comme ma maman faisait ses interventions, notamment sur le secteur de Basse-Pointe, c'est vrai que je partais avec elle. Et ça m'est arrivé d'aller dans des familles auprès desquelles elle intervenait, et puis d'y construire comme ça des liens d'amitié avec un certain nombre de personnes que je rencontre encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré véritablement dans le secteur social, mais donc j'ai fait des études universitaires en droit. Bon, j'ai été à un moment donné très intéressé par la question de la transmission et de la formation, tout simplement aussi par le biais d'une rencontre. Alors là, c'était pas forcément une belle rencontre, mais c'est quand même une rencontre structurante, parce que j'avais été invité à l'époque par la meilleure amie de ma maman à une conférence. Et j'avais écouté un homme politique qui parlait. Et moi, je trouvais... il est venu me voir après pour me demander ce que je pensais de son intervention. Je lui ai dit que moi, je trouvais que c'était quelque chose de très particulier, que quand on est
on prétend être en responsabilité de donner une information qui va conditionner d'une certaine façon la prise de décision d'autres personnes, mais en donnant cette information, comment dire? De façon simple, vas-y. Non, mais en fait, ce qu'il a fait, c'était pour moi de la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a donné une information sachant pertinemment que les gens en face n'ayant pas la connaissance juridique pour comprendre ce qu'il disait. Donc, voilà, et il a donné une information, les gens ont réagi par rapport à l'information donnée, et la réaction c'était « Ah oui, effectivement, mais monsieur n'y raison ». Mais en réalité, ce qu'il avait dit, c'était véritablement un gros mensonge. Et ça a été quelque chose qui m'a marqué, parce que quand il est venu me dire ce que j'en pensais, je lui ai dit « Écoutez, moi, les gens qui ont cette malhonnêteté intellectuelle-là, moi, je ne serai pas là. » Et ça a été un élément de déclic, parce que je me suis dit que la liberté, c'est de pouvoir choisir en conscience. Et pour pouvoir choisir en conscience, eh bien, il faut partager, il faut participer de l'éducation, de la formation des hommes. Et c'est comme ça qu'on permet aux gens de choisir. Et moi, j'ai toujours dit aux étudiants que je rencontrais et que je rencontre encore aujourd'hui que dans les échanges avec eux, c'est de ne jamais me considérer ou considérer celui qui donne l'information comme étant porteur de vérité. En fait, il donne une information qui est à vérifier, qui est à confronter. D'accord. Et ça, c'est vraiment un esprit critique. Mais bien sûr, et avoir cet esprit critique et de pouvoir s'ouvrir en fait à cet esprit critique. Et c'est comme ça en réalité que je me suis engagé aussi dans l'enseignement et dans la formation. Et à l'époque, il m'a été donné de pouvoir intégrer l'IFMES en tant que formateur vacataire, comme on disait à l'époque. Hein. J'étais revenu en législation et puis très rapidement, finalement, Philippe Dizer, qui était responsable de formation, et m'a demandé, avec Dassa Blénier, qui est aussi l'une de mes belles rencontres à l'IFES, m'a donc demandé de le rejoindre pour former une équipe pédagogique. Donc, on a bien bossé, on s'est bien éclaté, parce que le travail, c'est aussi du plaisir, surtout avec des gens comme ceux-là. Et très rapidement, il m'a été proposé, quand Philippe est parti, d'assurer la responsabilité de service. Après, j'ai été responsable de centre d'activité. C'est-à-dire que j'avais ce qu'on appelle un portefeuille de formation que je devais administrer. Donc, j'étais responsable de centre d'activité des formations éducatives et de l'animation. Et au moment où l'IFMES a connu un certain nombre de difficultés, que l'URAS a repris en fait le flambeau, il m'a été demandé en fait d'assurer la responsabilité pédagogique dans un premier temps, puis la direction adjointe et la direction de l'établissement. Voilà, c'est un peu ça qui traduit mon parcours. Il y a vraiment en fait un fil conducteur finalement et de transmission. Il y a quand même un ancrage par rapport à ce que ta famille t'a apporté. Parce que finalement, quand Monseigneur Macaire vient te chercher, là tu es dans une autre partie, une transition de ta vie. Et justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Voilà, comment ça arrive en fait? Donc Monseigneur Macaire qui vient te chercher, déjà comment il t'a connu, et puis après pour nous dire un peu qu'est-ce que l'Institut propose aux jeunes comme formation et pour quel type de carrière, parce que là tu passes effectivement de formation pour des travailleurs du social vers autre chose, une autre dimension. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, la rencontre avec Monseigneur Macaire s'est faite bien avant mon arrivée à l'ICEA, parce que à l'époque, on était un petit groupe à avoir constitué une association qui s'appelle toujours Association 7 Origines. Alors 7, le chiffre 7, parce qu'on était 7 à l'origine de la création de l'association. Donc je ne sais pas si on a fait preuve d'une très grande originalité dans le nom, mais en tous les cas, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Et c'est vrai que cette association, elle a été construite, portée par des fondateurs. Hein. Donc il y avait notamment le père Lafine, il y avait donc j'y étais, il y avait Raymond Ratenant. Alors ce sont des gens qui sont d'une très grande proximité. Raymond, c'est mon témoin de mariage, c'est mon ami aussi. Il y avait Francis Lassie, il y avait Pégal Aguissalachi, Isabelle Vestris, qui est devenue Isabelle Vestris Montluc-Alix, qui est devenue mon épouse, et ça c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, donc si j'en oublie certains, je demande de m'excuser, mais voilà, cette association voulait créer un certain nombre de projets, notamment une boutique sociale, un garage solidaire, des choses de cet ordre-là, aussi s'intéresser à la formation. Et c'est à cette occasion qu'on a eu
la possibilité d'échanger avec Monseigneur Macaire, et l'association a continué comme ça à œuvrer sur un certain nombre de projets, portant un certain nombre de réflexions. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, voilà, il y avait déjà ces premiers éléments qui nous permettaient d'être en lien, en connexion. Et puis ensuite, c'est aussi d'une certaine façon par l'entremise de Père Lafine, puisque Père Lafine, qui est le curé de la paroisse de Bellevue, savait aussi que moi j'étais disponible à un moment donné, il y a un an, à peu près moins d'un an, et l'ICEA cherchait à se réorganiser, à se structurer. À l'époque, j'étais en train de construire mon entreprise et il était prévu, en fait, que ce soit mon entreprise qui intervienne. Et puis, j'ai fait la proposition d'en assumer la direction générale. Alors, bien sûr, j'ai accepté pour plusieurs raisons, parce que les mots de Monseigneur Macaire m'ont touché. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, c'est très particulier, parce que Monseigneur Macaire et moi, on s'est rencontrés ce jour-là. C'était un jeudi, j'ai jamais oublié ça. Et j'étais venu, en fait, au niveau du presbytère de Redoute. À l'époque, Père Lafine était encore à Redoute. Et il m'a demandé, voilà, d'expliquer, ou en tous les cas d'échanger avec Monseigneur Macaire sur la vision que moi j'avais de l'ICEA. Et très vite, Monseigneur Macaire m'a arrêté en me disant, écoute, Père Lafine, qui va prendre des responsabilités au sein de l'ICEA, a besoin, pour pouvoir construire aussi cet établissement, lui permettre de continuer à se développer, a besoin de gens de confiance. Tu fais partie des gens de confiance. Et de Père Lafine, si tu veux nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Et ça a été un moment vraiment de grâce et de bénédiction, parce que c'est un projet que j'ai toujours regardé de loin, avec toujours une attention particulière et puis une attirance aussi particulière pour cet établissement. C'est comme ça que j'en suis devenu le directeur général. J'ai été auditionné par le conseil d'administration. Ça s'est bien passé. Et puis voilà, donc je me suis retrouvé comme ça à la tête d'une équipe formidable, géniale, et d'un projet que je trouve extrêmement intéressant. Alors, je posais la question de savoir ce que nous faisons. Au sein de l'ICEA, nous avons vocation à être un institut catholique, et il faut le dire haut et fort, institut catholique d'enseignement supérieur. Et l'objectif pour nous, c'est de développer à la fois ce qu'on pourrait qualifier des formations profanes, c'est-à-dire des licences comme celles qui existent aujourd'hui, puisque nous avons une licence sociale en collaboration avec l'USP, l'Université Saint-Paul du Canada. Donc nous avons la chance d'offrir à nos jeunes une double diplomation, c'est-à-dire à la fois sur le modèle français, diplôme d'État, mais aussi américain. L'ICEA développe aussi autour de ce qu'on appelle l'économie bleue, les métiers de la mer. Il y a un ancrage aussi voilà, tout à fait. Mais... des métiers donc comme un DU universitaire, un diplôme universitaire des métiers de la mer que nous faisons pour l'instant en partenariat avec l'université de Nantes, mais qui a vocation petit à petit à aller sur des bachelors, des masters, et ça c'est principalement avec la CMU qui se trouve en Jamaïque, la Caribbean Maritime University. Voilà, l'objectif c'est aussi d'ancrer l'ICEA dans son environnement géographique. Nous avons aussi en ce moment une licence sciences du numérique, et ça aussi c'est une très très belle aventure. Cette licence sciences du numérique, elle est montée en partenariat avec l'Université catholique de Lille et avec l'Université d'État de Valenciennes. Et nous avons d'autres projets, plein d'autres projets, un DU d'intervention sociale, en violence, en contexte de violence intrafamiliale, que nous sommes aujourd'hui en train de monter avec l'Université de Picardie. Et nous avons aussi, et ça c'est une chance, hein, nous avons un projet en cours avec l'Université Clermont-Auvergne, qui est une belle université pour plusieurs raisons, parce que nous y avons rencontré des gens formidables, le doyen Riffard, le vice-doyen Caffarelli, qui est d'ailleurs un Réunionnais, et ces personnes nous ont montré à la fois de la confiance et de l'intérêt sincère. Et nous sommes en train de travailler avec eux à éventuellement permettre une suite de parcours à l'université Clermont-Auvergne, qui est et notamment la fac de droit, qui est une fac très cotée, parce que c'est une fac qui a un label qualité des universités. Et nous sommes en train de monter avec eux une formation pour les managers en gestion de risque. Voilà, donc ce sont là quelques projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Nous en avons d'autres qui sont en cours, mais que nous ne pouvons pas encore dévoiler. D'accord, je comprends bien, mais pour les jeunes en fait qui regardent, en fait, qui vont te regarder parler et qui n'ont pas d'idée de ce qu'ils vont faire,
est-ce qu'il y a en fait, je sais pas, un accompagnement et puis est-ce qu'il y a une projection sur un métier futur? Parce que en général, les jeunes qui sortent de l'ICEA, ils deviennent quoi? Ils font quoi? Alors, juste avant, je me permets de terminer sur la présentation parce que là, j'ai dit des formations voilà, que l'on pourrait qualifier de profanes. Et puis, il y a aussi la volonté d'inscrire aussi l'ICEA comme institut catholique en développant forcément de la formation théologique. Et notamment, l'Institut Gaston Jean-Michel qui existe déjà rejoindra bientôt l'ICEA. Et au sein de l'ICEA, on pourra développer comme ça des formations théologiques. Alors, les jeunes. Alors, moi, je vais juste te raconter une anecdote. En fait, ce n'est pas une anecdote, c'est tout simplement, bon, on peut la qualifier d'anecdote, mais c'était, je venais juste d'arriver en responsabilité. Et, je suis allé, en fait, au sein du groupe GBH, parce que qui recevait des jeunes, de l'ICEA, puisque c'est l'un des mécènes fondateurs de l'institution. Et à cette occasion, moi, ce qui m'avait marqué, c'était quelque chose de très fort. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un vrai intérêt de ce groupe pour le parcours des jeunes. Et notamment, ils étaient en train de regarder dans la suite de parcours de ceux qui étaient les licenciés, qui venaient donc d'obtenir leur licence, j'entends. Oui, j'ai bien compris. Donc, ils voulaient savoir ce qui pouvaient faire ressources humaines, parce qu'ils connaissent à la fois l'engagement des jeunes que nous avons au sein de l'ICEA, mais aussi l'excellence de la formation qui leur est donnée. Et ça les intéressait de pouvoir inscrire ces jeunes-là dans des suites de parcours leur permettant, par exemple, d'intégrer le groupe. Par ailleurs, nous avons des jeunes qui sont aujourd'hui au Luxembourg, qui se destinent à faire des formations de droit international dans la diplomatie. Il y a un jeune que j'ai rencontré dernièrement qui est extraordinaire. Et il a une idée très précise de ce qu'il veut faire. Il veut être diplomate. Et il a fait le choix de venir chez nous à l'ICEA parce qu'il sait qu'il pourra bénéficier à la fois d'un enseignement de qualité, mais aussi d'un accompagnement. C'est-à-dire, nous avons la capacité d'avoir cette proximité avec nos jeunes. D'ailleurs, ce jeune-là va rencontrer un certain nombre de personnes parce que nous sommes organisés pour qu'il puisse avoir aussi des rencontres pour organiser sa suite de parcours. Il y a des fenêtres d'opportunités qui sont effectivement proposées. Voilà. Et puis, d'autre part, nous avons des jeunes qui peuvent se destiner par le biais des enseignements qui leur sont diffusés au sein de l'ICEA à des formations à la fois au sein des entreprises. Gestion de conflits, c'est une option de ce que nous faisons avec l'Université Saint-Paul du Canada. Communication, éthique. Donc, voilà, les possibilités sont multiples parce que les fondamentaux, finalement, qui leur sont donnés sont suffisamment solides pour leur permettre une suite de parcours vers des universités, d'autres universités, et quel que soit le choix et l'orientation qu'ils feront. Avec quelque chose qui m'a rendu extrêmement fier en tant que Martiniquais, mais aussi en tant que directeur d'établissement. Nous sommes allés à l'Université Saint-Paul et nous avons rencontré la rectrice. Là encore, c'est pour marquer la qualité de la relation qu'il peut y avoir avec nos partenaires au sein d'ICEA. Rencontrer la rectrice de l'Université Saint-Paul du Canada. Donc, on était en réunion avec eux, recteurs, doyens, directeurs de département. Donc, on a échangé sur le partenariat, un partenariat que nous sommes en train aujourd'hui de renforcer avec l'USP. Donc, voilà, consolider ce partenariat pour permettre un meilleur accueil, une plus grande suite de parcours de nos jeunes. Et à cette occasion-là, c'était quelque chose de très, très, très particulier parce que c'est là où on se rend compte finalement de tout ce qui est la force de cette institution. C'est à la fois la qualité des prestataires qui interviennent au sein de l'ICEA, la qualité aussi des enseignements, mais aussi la qualité de la relation que nous avons avec des partenaires qui nous considèrent véritablement comme un institut pouvant échanger et dialoguer avec eux à égalité. Et ça, c'est quelque chose de formidable que moi, je vis au sein de l'ICEA et qui est vraiment une très, très, très belle aventure. On le sent. Hein. Ouais. Et justement, donc, mais pour les jeunes qui se demandent, mais qui n'ont pas forcément en fait de moyens financiers, alors, qu'est-ce qui est possible pour eux? Merci. Alors, merci beaucoup pour cette question parce qu'en fait, là, ça nous permet d'aborder la problématique du financement des formations, notamment quand il s'agit d'institutions privées. Alors, au sein de l'ICEA, nous avons des parents qui ont fait le choix d'investir pour permettre à leurs enfants d'avoir cet enseignement de qualité.
c'est un choix. Certains parents m'ont dit, mais monsieur Monluc-Alix, il s'agit de sacrifices consentis, hein, bien sûr. Et je leur disais, je parlerais plutôt d'investissement sur l'avenir. Et c'est une réalité. Mais aujourd'hui, les étudiants de l'ICEA peuvent prétendre à la bourse du Crous. Ils peuvent éventuellement prétendre aussi d'autres aides des collectivités. Donc, c'est un premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est au sein de l'ICEA, il y a ce qu'on appelle les bourses solidarité. En fait, là, dans la stratégie de l'ICEA, ça a toujours été effectivement de faire appel au privé à la fois pour permettre le développement de l'institution sur des projets structurants, de formation, d'autres projets d'accompagnement, mais c'est aussi la possibilité qui est donnée à l'ICEA à travers le mécénat de collecter aussi des aides qui sont versées aux étudiants pour leur permettre en fait d'avoir une suite de parcours. Donc nos étudiants peuvent bénéficier de ce qu'on appelle des bourses solidarité, quelquefois de montants relativement élevés qui leur permettent d'être aidés financièrement par l'institution, par les mécènes qui sont vraiment présents et qui permettent effectivement d'alléger un peu la facture pour les parents. Voilà. Bien, il ne nous reste plus beaucoup de temps en fait, mais je voudrais quand même te poser encore 2 petites questions. Est-ce que tu as envisagé de faire de la musique? Non. Tu sais pourquoi je te pose la question? Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ou alors je crois savoir pourquoi. Alors, on va dire que non. Non, alors, ok, alors pas moi, du tout. J'ai participé ici et là à quelques chorales, voilà. Mais bon, il y a la question de la disponibilité. Je regrette fondamentalement aujourd'hui de ne pas être aussi présent que j'aurais pu l'être auprès du chœur d'hommes de Corridon, par exemple. D'accord, et avec, je crois que tu as un frère et une sœur qui sont... Justement, alors, Claudine, Patrick, ce sont des musiciens. Donc, quand on parle de musique, moi, je peux pas me mettre au niveau de Claudine et de Patrick, qui, eux, sont vraiment des artistes. Et voilà, non, moi, je chante sous la douce, je chante à la chorale. Et puis, bon, je laisse à Mathieu la possibilité de pouvoir faire ça, parce que lui, par contre, mon fils... Isabelle et moi, on s'émerveille au quotidien de l'entendre chanter parce qu'il aime ça, il aime la musique, il aime son chacha, il aime son tambour, il aime chanter. Et nous, on est très contents parce qu'il il connaît tous les communs de la messe, il chante les chants d'église, il adore aller à la messe. Pour lui, le dimanche matin, c'est vraiment du bonheur. L'enfant, il se réveille, on va à la messe et il chante à la messe. Et puis, il y a une chose qui nous a marqué aussi, qui fait sourire Père Lafine souvent. Il dit, mais c'est bien, il connaît toute son église, mais il y a un truc chez moi, c'est que petit bonhomme là connaît Doudou Ménard de Jeune Mouna. Donc, il est aussi ancré dans cette tradition-là, parce qu'il chante aussi Jeune Mouna. Voilà, c'est un petit garçon plein de... Il a 23 mois. Non, mais il a 23 mois et il parle. Bon, ça, je pense qu'il le doit. Ça. C'est un papa qui est Non, je pense, alors, principalement sa maman, je pense, qui est une très, très grande communicante et qui communique beaucoup plus facilement que moi. Moi, bon, je suis dans une émission de télé, Oui, tout à fait, Pierre. Je vais poser la dernière question. En regardant un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours et justement à l'instant présent? Qu'est-ce que tu gardes? Est-ce qu'il y a un mot, en fait, qui te vient? Alors, un mot, ce que je garde, c'est au plus profond de moi et dans mon cœur, toutes les belles rencontres que j'ai pu faire. Et ce que je garde au fond de moi, c'est ce qui m'a été transmis par ma maman et par ma grand-mère. Donc voilà, j'ai vraiment au fond de moi ce que ces personnes ont déposé, c'est-à-dire cette volonté d'être toujours à la fois engagé militant, et je suis toujours d'ailleurs engagé dans le secteur social, puisque je suis administrateur de l'ADAFAE et de la MCEA, l'Association martiniquaise de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Donc vous voyez, donc c'est vraiment des choses qui vous prennent au corps, au cœur, à l'âme, aux tripes. Voilà, donc je suis dans cet engagement militant, ça je le dois fondamentalement à ma maman. Qui aimait les gens d'action plus que des gens de parole, même s'il faut parler pour communiquer. Mais voilà, donc... Et tu restes en fait toujours ancré et tu dis ce que tu as à dire, sans passer... J'essaie. Alors, j'ai appris peut-être à dire les choses un tout petit peu moins brutalement qu'auparavant. C'est-à-dire qu'avec l'âge, on a acquis un peu de sagesse et de diplomatie. Et un message en particulier que tu aimerais en fait transmettre aux jeunes? Toujours avoir confiance en vous.
J'ai voyagé avec quelqu'un une fois, je lui ai dit, vous savez, je crois que les jeunes Martiniquais sont les êtres les plus intelligents de la Terre. Et il m'a regardé la souris, il m'a dit, moi, je pense exactement la même chose. Parce qu'il y a cette capacité. Moi, je rencontre des jeunes parce qu'on parle beaucoup de la jeunesse, pas toujours dans des termes très valorisants et sur des histoires très valorisantes. Ça dépend, voilà, mais c'est toujours l'histoire des trains, on va dire des bus qui arrivent à l'heure ou qui partent en retard, mais en réalité, non. Il faut surtout parler des belles histoires de jeunes Martiniquais. On a énormément de compétences, on a énormément de jeunes qui sont engagés et militants, et il faut leur parler pour qu'ils aient envie de faire de ce pays ce qui devrait être leur pays demain. Et ça, c'est fondamental parce qu'on est en train de les perdre, et quand on les perd, on perd le pays. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Pierre? Mot de la fin, vraiment, la mot de la fin. Sérénité, bonheur, santé en famille, que le Seigneur nous garde, toujours sous sa protection et qu'il soit toujours présent en nous. Voilà, c'est ce que moi je demande pour moi, pour ma famille, mais pour tous ceux que je rencontre, vraiment que nous soyons les instruments du Seigneur et qui nous permettent d'avancer en sérénité, dans la paix. Merci pour ce témoignage, Pierre. Et merci pour ton engagement. Merci à toi. Karina.